C'est en 1908 que le Congo belge est né. Jusque-là, pendant plus de 20 ans, cet immense territoire avait été la propriété personnelle d'un homme, le roi des Belges, Léopold II. Il l'avait administré d'une main de fer. Travail forcé, répression, famine, déportation. C'est le tribut que les populations congolaises avaient dû payer pour leur développement. Autant de crimes qui avaient fini par soulever contre Léopold II une vague internationale d'indignation. En 1908, le vieux roi passe la main. Il meurt l'année suivante. Les Belges héritent ainsi d'une colonie 80 fois plus étendue que leur propre pays. L'administration, l'Église et les sociétés financières, ce seront pendant plus de 50 ans les trois piliers du Congo belge, avec, en clé de voûte, la toute-puissante Société Générale de Belgique. Depuis ses bureaux à Bruxelles, c'est elle qui va piloter le développement du Congo. Les Belges semblent par ailleurs résolus à mettre fin aux abus. Les députés ont voté à la Chambre une charte coloniale dont les principes sont sans équivoque. Le travail forcé, les mauvais traitements sont désormais interdits. La Belgique entend construire au Congo une société plus juste et plus humaine. C'est alors que des jeunes gens pleins d'espoir s'apprêtent à partir pour le Congo. Le père Van Wing était de cela. En 1908, il vient d'avoir 25 ans. Du Congo, je ne connaissais pas grand-chose. Mais au séminaire, nous lisions beaucoup. Des récits de voyage, des études ethnologiques, les biographies des grands missionnaires. Quand l'un de ces pionniers rentrait d'Afrique, ils venaient nous voir. C'est avec eux que j'ai découvert les premières images du continent noir. Un Dieu que c'était beau. À la fin de mon séminaire, j'ai reçu l'ordre de rejoindre la mission de Kisantu dans le Bas-Congo. Un jésuite est un soldat qui obéit à sa hiérarchie. Mais au fond, j'étais ravi. J'allais partir. Enfin. Lorsque le père Van Wing arrive au Congo, les Belges poursuivent les grands travaux qui ont fait la fierté de Léopold II. On défriche, on construit des routes, des chemins de fer. Bula Matari, les briseurs de roches. C'est ainsi que les Noirs surnomment ces blancs bâtisseurs. Les colons étaient quelques centaines sous Léopold II. Ils sont maintenant près de 4000.
Mais la Belgique n'encourage pas les Blancs à s'installer. Le Congo doit être une colonie d'exploitation, pas de peuplement. Je suis arrivé à Kisantu, où j'ai vécu la vie des missionnaires itinérants. Tout était à faire. C'était grisant. Il fallait instruire, évangéliser, organiser la vie des paroisses, créer des écoles, des hôpitaux. On allait bâtir une société chrétienne. Aux yeux des colons, les Noirs, s'ils veulent s'élever, doivent apprendre à partager les convictions et les pratiques des Blancs dans tous les domaines. La religion, la morale, la médecine, la sexualité. Comme il y a peu de Blancs, ce sont des Noirs qui remplissent les fonctions d'assistants, d'infirmiers, employés et ouvriers. D'immenses concessions sont octroyées aux sociétés industrielles. Les directeurs et les cadres sont blancs, ils veillent au rendement. Le système colonial fonctionne en fait comme une vaste entreprise, dans la discipline et, quand il le faut, la coercition. Pour cela, le pouvoir peut compter sur l'armée congolaise, la force publique, avec ses officiers blancs et ses soldats noirs, payés pour maintenir l'ordre. L'Église, quant à elle, s'occupe des consciences. Elle forme les prêtres. Quelquefois, ils sont noirs. C'est pour eux une véritable promotion sociale. « 1914, la guerre éclate en Europe. Elle va bientôt s'étendre à l'Afrique. Le Congo belge n'est pas épargné. On envoie son armée combattre les Allemands en Afrique orientale. Plusieurs milliers d'indigènes sont recrutés comme porteurs. Beaucoup mourront à la tâche. Les Congolais se montreront d'excellents soldats. C'est grâce à eux que les Alliés remportent à Tabora une victoire décisive sur les Allemands. Au lendemain de la guerre, le monde a plus que jamais besoin de cuivre, d'étain, de zinc. Il a besoin d'or et de diamants. Le Congo va les lui fournir. L'Union minière, une filiale de la Société Générale, règne en maître au Katanga. L'Union minière a besoin de main-d'œuvre. Beaucoup de main-d'œuvre. Et c'est le retour du travail forcé. Tout le monde est concerné. Les hommes, les femmes et même les enfants. Les salaires sont dérisoires, la discipline brutale. La Belgique fait marche arrière, comme si elle ne pouvait pas se débarrasser de ses vieux démons. Les fantômes de Léopold II sont revenus rôder sur la terre du Congo. Il y a des révoltes. En 1919 au lac Léopold II. En 1920 au Sankuru et en province orientale. En 1921 au sud-Équateur.
À chaque fois, des tribus, des ethnies se soulèvent. Mais l'administration veille à ce que les mouvements ne s'étendent pas. Les révoltes sont étroitement circonscrites. Puis, la force publique intervient, et c'est la répression. C'est alors qu'une voix s'élève, une voix rude, âpre, celle d'un jeune prophète. Il s'appelle Simon Kimbangu. Il est né dans une région du Bas-Congo. C'est là qu'il a été baptisé par des pasteurs protestants. Un soir, Kimbangu est plongé en plein sommeil. Il fait un songe troublant. Un étranger vient le voir et lui demande de prêcher la parole de Dieu auprès des siens. Pour l'écouter, des milliers de gens abandonnent les usines, les champs, les écoles et les églises. Mes frères, aujourd'hui, les Blancs nous font souffrir. Ils nous persécutent. Mais nous ne devons pas les haïr. Nous devons les aimer comme le Seigneur nous l'a enseigné. Il faut tenir bon, mes frères. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Un jour viendra, fixé par le Seigneur, où toutes nos épreuves prendront fin. Ce jour-là, les Blancs deviendront les Noirs, et les Noirs deviendront les Blancs. Quand me sont parvenus les premiers échos de l'action du prophète Kimbangu, j'ai rapidement compris que nous nous trouvions en face d'un messianisme dangereux. Il fallait que les autorités réagissent. C'est ce qu'elles vont faire, et rapidement. Simon Kimbangu est arrêté et traduit devant un conseil de guerre. Le procès dure 3 jours. Kimbangu n'a pas eu droit à un avocat. Pendant l'une des séances, il est aspergé d'eau froide et fouetté. Kimbangu, reconnaissez-vous avoir incité la population à la révolte contre les Blancs? Je n'ai fait que prêcher l'évangile de Jésus-Christ tel que les Blancs me l'ont enseigné. Le gouvernement ne les a pas arrêtés pour autant. Vous avez bien dit que les Blancs deviendraient Noirs et les Noirs deviendraient Blancs. Cela veut dire qu'un jour, nous serons les maîtres chez nous comme les Blancs le sont chez eux. Vous vous prenez pour le prophète, monsieur Kimbangu? Jésus-Christ est le prophète. Je n'ai fait que recevoir la mission de proclamer la nouvelle du salut éternel. Pourquoi les Blancs, qui ont leur Dieu, leur Bible et leurs prophètes, interdisent-ils aux Noirs d'avoir les leurs? Simon Kimbangu est condamné à mort, mais le roi Albert lui accorde la grâce. Il est incarcéré à la prison d'Élisabethville pour le restant de ses jours. Entre-temps, une autre voix s'est fait entendre, en Belgique cette fois. C'est la voix d'un homme au destin exceptionnel. Il s'appelle Paul Panda Farnana. Enfant, il avait été petit boy au service d'un militaire belge. C'est alors que son destin avait basculé. Son protecteur rentre en Belgique et décide de l'emmener. Là, Paul Panda est adopté et il fait des études brillantes. Il décroche même un diplôme d'ingénieur agronome. Quand il rentre au Congo, il a 21 ans. On lui confie la direction d'une station agricole. Jamais avant lui un Noir n'avait occupé un poste aussi élevé dans l'administration coloniale. Mais les Belges semblent embarrassés par ce Noir un peu trop diplômé. Panda finit par se disputer avec ses supérieurs. Il repart en Belgique. Pendant la guerre, il s'engage dans le corps des volontaires congolais. Il se bat contre les Allemands, à Namur. Il est fait prisonnier. En Allemagne, on l'exhibe en spectacle, comme un animal dans un parc zoologique. Une humiliation qu'il n'oubliera jamais. À la fin de la guerre, Paul Panda est de retour à Bruxelles. Suite au refus de la Belgique d'accorder une pension aux vétérans congolais, il fonde avec quelques amis l'Union congolaise et il en devient le porte-parole.
Nous n'étions pas les seuls à penser qu'il fallait œuvrer au développement moral et intellectuel d'une élite congolaise. Nous étions soutenus par plusieurs personnalités, dont le leader socialiste Émile van der Velde. Ensemble, nous avons créé une école pour Congolais à Charleroi. Nous voulions montrer que nous étions capables de collaborer avec les Blancs, mais qu'il fallait qu'ils nous associent peu à peu à la gestion du pays. Quelques mois plus tard, à Bruxelles, Paul Ponda participe au premier congrès colonial qui se tient dans la salle des séances au Sénat. C'est un peu un congrès de propagande. L'administration veut intéresser davantage les Belges à leur colonie, susciter les vocations. Paul Ponda est le seul noir qui était invité à s'exprimer. Messieurs, puisque la colonisation s'adresse aux Noirs, il est juste que vous écoutiez leur voix. Les Blancs dirigent et ils dirigent seuls. Ils doivent s'appuyer davantage sur les Congolais. Nous sommes prêts à apprendre et à collaborer. Mais il faut pour cela développer l'instruction, créer des écoles, investir dans l'éducation. Les Congolais, messieurs, veulent participer avec vous à l'édification de leur pays, car c'est bien notre pays. Nous sommes maîtres de notre terre. Enfin, messieurs, il faut rappeler que de nombreux abus ont été commis au Congo. Et ils sont commis encore. Il faut y mettre fin, il faut en finir. Surtout avec le travail forcé indigne d'une nation telle que la Belgique. Paul Ponda n'est pas compris. On se méfie de ce noir à la langue trop bien pendue. La presse conservatrice pense qu'il exagère. Elle va bientôt lancer contre lui une campagne de dénigrement. J'ai été très déçu par ces réactions. Mais j'ai continué à réfléchir. Je me suis rapproché du mouvement panafricaniste de Webb Du Bois. C'était un noir américain très impressionnant. Il prônait le retour de la diaspora noire dans une Afrique libre. J'ai participé à ses côtés à une conférence panafricaine qui s'est tenue à Bruxelles. Là, j'ai rencontré des intellectuels noirs et blancs qui m'ont ouvert les yeux. J'ai réalisé que le Congo devait retrouver son indépendance, revenir à ses traditions. Paul Ponda écrit encore des articles sur son pays, mais il n'aura pas le temps de mettre ses idées en œuvre. Il meurt quelques années plus tard dans des circonstances mystérieuses. Le gouverneur général tire alors une étrange conclusion de ce que fut la vie de Paul Ponda. Il interdit désormais aux agents belges rentrant en congé d'amener en Belgique des Noirs avec eux. En somme, pas d'élite, pas de problème. Suite à de nouveaux témoignages sur le travail forcé, Émile van der Velde monte à la tribune de la Chambre pour demander une commission d'enquête. Pierre Ryckmans en fait partie. Ce haut fonctionnaire est alors âgé d'une quarantaine d'années. Il connaît bien l'Afrique centrale où il a combattu pendant la guerre. Et il l'aime passionnément. Avec cette mission, nous avons réellement pénétré au cœur des ténèbres. Au Kasaï, j'ai vu les Noirs qui travaillaient à recueillir l'huile de palme pour le compte des grandes sociétés. Tout paraissait normal. C'est alors que j'ai rencontré le père Van Wing. J'ai fait comprendre à Pierre Ryckmans qu'il y avait un sérieux problème. Les sociétés qui pratiquaient le travail forcé ne tenaient aucun compte des règles et des quotas. Dans les villages, il n'y avait plus que des femmes, des enfants et des vieillards. L'exode rural déracinait les gens. Il disloquait les communautés, il ruinait l'autorité des chefs coutumiers. Ce n'est pas ainsi qu'on travaillait dans les missions. Pour nous, les missionnaires, il fallait transformer la société graduellement dans les cœurs et dans les mœurs.
Tous les rouages de l'administration étaient compromis dans le travail forcé. Il fallait en finir. Mais la mission n'a pas débouché sur grand-chose. Il a fallu attendre encore 20 ans pour que le travail forcé prenne fin. L'ordre colonial reste sourd. Il continue sur sa lancée. Les Blancs au-dessus, les Noirs en dessous. En 1932, le romancier Georges Simenon visite le Congo pour le compte d'un journal français. Il est le témoin du climat de tension sourde entre Blancs et Noirs. Simenon conclut son reportage par ces mots. « Vous croyez que l'Afrique vous parle, qu'elle vous appelle, que nègres et négresses vous tendent les bras et que la nature attend que vous veniez cueillir ses fruits? L'Afrique, croyez-moi, elle vous dit merde. » Mais au temple de la bourse, on n'écoute pas ce que dit l'Afrique. Les actions de l'Union minière ne cessent de grimper. La filiale de la Générale est devenue un État dans l'État, riche, puissante, incontournable. Ses dirigeants décident de tout, même si la plupart n'ont jamais mis les pieds au Congo. Les colons continuent à débarquer dans ce qui semble bien être à leurs yeux un nouvel Eldorado. Sur les images de ce temps, on les voit encore heureux, sûrs d'eux-mêmes et de leur destin. Dans les villes, ils ont leur quartier, leur restaurant, leur club. Avec les Noirs, on ne se mélange pas, c'est la règle. Mai 1940, l'Allemagne attaque la Belgique. En 18 jours, l'armée belge est balayée. Le roi Léopold III capitule et choisit de demeurer en Belgique occupée. Le gouvernement belge se réfugie à Londres pour poursuivre la lutte. Au Congo, Pierre Ryckmans est gouverneur général depuis 1934. Entre la colonie et la métropole, tous les ponts sont coupés. Pierre Ryckmans est seul face à un choix difficile. Quelques jours plus tard, il s'exprime solennellement. Nous sommes ici au Congo belge, sur cette grande terre belge que l'ennemi n'a pas violée et qu'il ne violera pas. La Belgique est meurtrie, mais elle reste vivante partout où flotte son drapeau. Pierre Ryckmans vient d'engager le Congo dans l'effort de guerre aux côtés des Alliés. L'armée congolaise est présente sur plusieurs fronts, au Moyen-Orient, en Éthiopie et dans les jungles de Birmanie. En faisant la guerre, les soldats congolais découvrent que les Belges peuvent aussi être battus. Ainsi donc, Boula Matari n'était pas invincible. Son pouvoir n'est plus sans faille. En attendant, bien sûr, c'est toujours lui qui commande. C'est lui qui enrôle les hommes dans les mines de cuivre et les déplace vers les zones industrielles. Les Blancs ont lancé le mouvement. Ils n'en mesurent guère les conséquences. Comme ils remarquent à peine que dans les administrations et les usines, leurs employés noirs n'occupent plus tout à fait les places habituelles. Les temps commencent à changer. À la fin de la guerre, Pierre Ryckmans achève son mandat de gouverneur du Congo. Il déclare publiquement que la Belgique a une dette morale à l'égard des Congolais. Mais la métropole ne l'écoute pas. Elle est occupée à fêter sa libération. Winston Churchill et Charles de Gaulle défilent en triomphe à Bruxelles. Ils passent par la rue des Colonies, à 2 pas du siège de la Générale. Les piliers du vieux pouvoir colonial sont toujours debout. Pourtant, l'heure est à la décolonisation. Les États-Unis et l'Union soviétique encouragent ce mouvement. Au Congo, on hisse encore le drapeau belge. Mais pour combien de temps ?
Au même moment, une étrange rencontre a lieu dans une cellule de la prison d'Élisabethville. Pourquoi êtes-vous venu? Pour m'entendre en confession? Non, je suis venu pour comprendre. Comprendre pourquoi un prophète est en prison? Pourquoi vous obstinez-vous? Vous allez bientôt mourir. Nous savons bien l'un et l'autre que les prophètes peuvent mourir, mais leur prophétie demeure. Alors, souvenez-vous de celle-ci. Les blancs deviendront noirs et les noirs deviendront blancs. Simon Kimbangu mourra en prison en 1951, malgré plusieurs campagnes en faveur de son amnistie. Le temps des prophètes est passé. Une nouvelle génération s'apprête à prendre la relève. L'un de ses plus brillants porte-parole est Joseph Kasavubu. Il est originaire du Bas-Congo, comme Kimbangu. Son histoire est emblématique. J'avais fait mes études au séminaire. Je voulais vraiment devenir prêtre. Mais j'ai fini par être écarté du sacerdoce pour cause d'indiscipline intellectuelle. Les supérieurs me reprochaient de ne pas accepter ce que je ne comprenais pas vraiment, d'être trop critique. J'ai tout de même fini par me faire engager dans l'administration à Léopoldville. Mais quand j'ai voulu obtenir un terrain pour y construire ma maison, il m'a fallu attendre 3 ans. C'est alors que j'ai fait mon premier discours. J'ai posé une question simple. De quel droit les Blancs pouvaient-ils décider de nous distribuer une terre qui avait toujours appartenu à nos ancêtres? Après tout, les premiers occupants du Bas-Congo, c'était nous, pas les Blancs. Chez les coloniaux, la vieille nomenclatura tient toujours les rênes du pouvoir. Mais une nouvelle génération cherche à prendre la relève, plus progressiste, plus ouverte au partage. C'est aussi l'image que veut donner la Belgique, qui entend faire de sa colonie une véritable communauté belgo-congolaise, modèle d'harmonie et de mixité. On filme désormais des Blancs et des Noirs ensemble, au bureau, dans les usines, sur les bancs des écoles. Mais ces images traduisent-elles vraiment la réalité? La politique coloniale demeure à bien des égards ambiguë. Les enfants métis en savent quelque chose. Les unions entre Blancs et Noirs restent très mal vues, des deux côtés d'ailleurs. Les enfants qui en sont issus se retrouvent souvent dans des orphelinats, abandonnés aux mains des bonnes sœurs. Les meilleurs des Noirs, aux yeux des Belges, sont ceux qui cherchent à leur ressembler. On les appelle les évolués. Les plus évolués des évolués peuvent même recevoir une carte d'immatriculation. Mais il leur faut pour cela faire patte blanche, montrer qu'ils mangent et boivent comme les Blancs, qu'ils vivent comme les Blancs, qu'ils pensent comme les Blancs. Apparemment, la preuve est difficile à fournir. À la veille de l'indépendance, ils seront 217 à y être parvenus. En 1955, le jeune roi Baudouin visite le Congo.
C'est son premier voyage officiel. Un immatriculé va pouvoir l'approcher et même lui parler. Son nom ne dit encore rien à personne. Il s'appelle Patrice Lumumba. À l'époque, j'étais employé des postes. Je voulais vraiment être comme les Blancs, vivre comme eux, devenir leur égal. J'étais même allé en Belgique avec une délégation d'évolués. J'y représentais l'amicale du Parti libéral. Nous avons dû rendre hommage à la mémoire de Léopold II. Nous avons été sur les tombes des Congolais morts de froid durant l'exposition coloniale de 1897. J'avais obtenu ma carte d'immatriculation, mais à quel prix? J'avais dû passer 2 fois l'examen. Lors de l'inspection, il m'avait demandé si je mangeais avec une fourchette et si mes enfants portaient une culotte. Quand le roi Baudouin nous a rendu visite, je lui ai raconté mon histoire. Parce qu'elle était symbolique des évolués. J'attendais beaucoup de cette rencontre. Je ne sais pas s'ils m'ont entendu. Patrice Lumumba avait payé cher pour en arriver là. Costume, réception, dîner. En 1956, Lumumba comparaît devant la justice. Il est accusé d'avoir détourné des fonds. Monsieur Lumumba, reconnaissez-vous avoir prélevé de l'argent dans la caisse du bureau postal? Je parlerais plutôt d'une avance sur salaire. Votre salaire n'était-il donc pas suffisant? J'ai plusieurs fois demandé un prêt qui m'a été refusé. Je suis un immatriculé, monsieur le juge. En tant qu'immatriculé, j'ai l'obligation d'avoir le gaz, l'eau et l'électricité dans ma maison. J'ai l'obligation d'envoyer mes enfants à l'école. Mais mon salaire ne me le permet pas. La loi m'oblige à vivre comme un blanc, mais elle ne m'en donne pas les moyens. Qu'auriez-vous fait à ma place, monsieur le juge? Patrice Lumumba est condamné à 6 mois de prison. Dans sa cellule, il développe ses idées sur le nationalisme dans le livre « Congo, terre d'avenir ». Le Congo belge offre encore au monde des images de bonheur et d'insouciance. Mais ce sont les dernières. Les colons sont inquiets. Ils se sentent menacés. Toutes ces idées d'immatriculation et de communauté belgo-congolaise, ils n'y croient pas. Pour eux, on ne comprend rien à Bruxelles de ce qui se passe vraiment au Congo. Certains colons se mettent à rêver d'un Congo où les Blancs débarqueraient en masse, 100 000 de plus, en 10 ans, pour garder le pays en main. Mais le vieux monde craque. C'est l'heure où les brasiers s'allument. En Indochine, à Cuba, en Égypte, en Algérie. Le mouvement de la décolonisation est en marche. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Le tiers-monde se cherche une identité à l'écart des 2 grandes puissances, mais en jouant aussi sur leur rivalité. En Belgique, les plus lucides s'attellent à bâtir de nouvelles relations avec le Congo. Jeff Van Bilsen est l'un des plus actifs d'entre eux. Cet ancien journaliste a travaillé jadis au Congo, puis il est rentré en Belgique. Chargé de cours à l'Institut des territoires d'outre-mer à Anvers, il est reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes du Congo. J'étais convaincu que le système colonial ne pourrait plus durer indéfiniment. C'était aussi l'avis de mes 2 maîtres à penser que j'avais rencontrés au Congo, Pierre Hickmans et le père Van Wink. C'est ainsi que j'ai élaboré mon plan, le plan de 30 ans. J'y suggérais qu'il fallait créer une nouvelle élite noire afin qu'elle puisse l'intégrer dans les cadres européens. Mais pour moi, ce devait être une œuvre de longue haleine, une 30aine d'années, au moins. Le plan de 30 ans est mal accueilli par les colons, le ministre des colonies, les dirigeants des grandes sociétés. Bref, toute la nomenclatura coloniale freine des 4 fers. Pas question de parler d'indépendance. Du côté congolais, par contre,
Il y a plusieurs réactions, dont celle de l'Abaco. Son nouveau président, Joseph Kasavubu, s'empare de l'idée, mais réagit beaucoup plus fraîchement sur la question du délai. L'indépendance, oui. Mais pourquoi fallait-il que l'on attende 30 ans? Pour frapper les consciences, j'ai réclamé l'indépendance immédiate. Je me disais qu'en demandant la libération du pays, je pourrais obtenir au moins l'autonomie de ma région, le Bas-Congo. « 1958, c'est l'exposition universelle de Bruxelles. 600 évolués congolais ont été invités pour représenter le Congo belge. La plupart découvrent stupéfaits un monde où tous les Blancs ne sont pas administrateurs, patrons ou missionnaires, mais plutôt employés, ouvriers d'usine, manœuvrent sur les chantiers, serveurs dans les restaurants. Les évolués rencontrent des intellectuels blancs, parfois très critiques. Certains d'entre eux se déclarent même anticolonialistes. Ils se retrouvent régulièrement chez les Amis de présence africaine, un lieu où se croisent beaucoup d'intellectuels africains. Senghor, Césaire, Fanon. Des amitiés se nouent, des barrières tombent, des tabous aussi. Août 58. Charles de Gaulle fait un voyage au Congo-Brazzaville et déclare « L'indépendance, quiconque la voudra, il pourra la prendre aussitôt !» En quelques mois, une vingtaine d'États africains vont bientôt la conquérir. Le Ghana fut le premier. Son président, Kwame Nkrumah, organise dans sa capitale une conférence panafricaine. Il y invite les dirigeants des mouvements de libération africains. Parmi eux, Patrice Lumumba. Le jeune évolué qui voulait être blanc a fait du chemin. Il s'est engagé dans la politique et a rapidement pris la tête du mouvement national congolais. Avec le panafricanisme, il se radicalise. Au Ghana, j'ai pris conscience de la puissance des mouvements nationalistes en Afrique. C'est là que nous avons solennellement annoncé qu'aucun pays africain ne resterait sous domination étrangère après 1960. Dès mon retour à Léo, j'ai pris la parole devant une foule de Congolais. Je leur ai annoncé que l'Afrique était en marche vers son indépendance. J'ai conclu que l'indépendance n'était pas un cadeau, mais un droit. Léopoldville, 4 janvier 1959. Pour contrecarrer la montée en puissance de Lumumba, Kasavubu avait décidé d'organiser un grand meeting. Mais les autorités coloniales l'interdisent. Or, Léopoldville est alors un véritable chaudron, avec ses milliers de chômeurs et de jeunes sans emploi. La foule se rassemble. On crie Dipanda, indépendance. Des manifestants sont arrêtés. La colère monte. Un premier tir des policiers provoque l'escalade. Puis, c'est l'émeute. La force publique du général Janssens cadenasse la ville blanche. Elle entreprend ensuite la reconquête de la cité africaine, quartier par quartier. Il y aura plus de 200 morts. Kasavubu et les principaux dirigeants de l'Abaco sont arrêtés. En Belgique, l'opinion est sous le choc. On réalise que l'on ne savait pas jusque-là ce que pensaient les Congolais. On craint la guerre civile, mais on se divise sur la réponse à apporter aux émeutes. Une semaine plus tard, le roi des Belges prend la parole. Notre ferme résolution est aujourd'hui de conduire sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée, les populations congolaises à l'indépendance
dans la prospérité et la paix. Ce sera donc l'indépendance, mais avec les atermoiements pour commencer et la précipitation pour finir. Rien n'a été prévu pour assurer la transition. Aucun plan, aucun calendrier. Alors on tergiverse. L'administration coloniale fait de la résistance. Face au pouvoir colonial, l'Église prend ses distances et intronise des Noirs, dont l'abbé Maloula, au rang d'évêque. Par contre, les milieux d'affaires sont déterminés à ne pas céder le terrain. D'autant plus que la bourse donne des signes d'impatience. Au Katanga, certains rêvent même de constituer une fédération avec la Rhodésie, où les Blancs, pense-t-on, tiennent la situation bien en main. Les colons katangais ont choisi de soutenir un nouveau parti, la CONACAT. Son président, Moïse Tshombe, un riche commerçant d'Elisabethville, ne cache pas son ambition. Dès que possible, le Katanga se séparera du Congo. Patrice Lumumba sent venir le danger, celui du tribalisme et de la sécession. Il prononce un grand discours à Stanleyville, que les autorités jugent subversif. Lumumba est une nouvelle fois arrêté. Nous sommes à la fin de l'année 1959. C'est à ce moment que le roi Baudouin revient une nouvelle fois au Congo. Quand il arrive à Stanleyville, la population pense qu'il va poser un geste, qu'il va venir voir Lumumba dans sa cellule, et peut-être même le libérer. J'entendais tout ce que disaient les gens. Mais je n'ai pas vu le roi. Ou plutôt je l'ai vu de loin, par la fenêtre de ma cellule. Il était bien difficile de se faire vraiment comprendre de ce roi. Au Parlement, les députés siègent sans discontinuer. La majorité pense qu'il faut en finir. On décide de mettre en place une vaste négociation, la table ronde. Les travaux commencent le 20 janvier. Et c'est aussitôt le coup de théâtre. Les Congolais, malgré tout ce qui les divise, constituent un front commun dont la force de frappe va se révéler terriblement efficace. Dès le premier jour de la conférence, j'ai publiquement regretté que Lumumba se trouvait toujours en prison. J'ai réclamé sa libération, alors que ce n'était pas un ami. Mais le front commun n'avait de sens que si tous les leaders congolais étaient là. Puis nous avons exigé, avant toute négociation, qu'une date ferme et irrévocable soit fixée pour l'indépendance. Le 30 juin 1960. Nous l'avons obtenu avant même l'arrivée de Lumumba. Quand je suis arrivé à Bruxelles, je sortais à peine de prison. J'ai retrouvé mes amis belges et congolais. Puis j'ai participé à toutes les séances de la table ronde, avec Kasavubu et Tshombe. Le front commun tenait bon. Mais en même temps, on n'arrêtait pas de se surveiller. Mais qui surveille qui? Dans l'ombre de Patrice Lumumba, un homme ne le lâche pas d'une semelle. C'est son secrétaire particulier, Joseph Désiré Mobutu. C'est le roi qui va clôturer la table ronde. Pendant qu'il prononce son allocution, Lumumba lui fait face. À quoi pense-t-il alors? Réalise-t-il vraiment qu'il est déjà, pour beaucoup de ses adversaires, l'homme à abattre? Table ronde,
En marge de la table ronde, on parle d'argent, de capitaux et de finances. Mais le Congo sort de la négociation dépouillé. Le futur État sera, dès le départ, couvert de dettes. Manifestement, au sein des nouvelles élites congolaises, certains ne s'en préoccupent pas trop. Les élections législatives, les premières dans l'histoire du Congo, ont lieu au mois de mai, après plusieurs semaines de campagne éprouvante. Des partis se sont constitués aux 4 coins du pays. Et la plupart ont promis tout et n'importe quoi. Après l'indépendance, on allait s'arrêter de travailler. On redistribuerait les grandes et belles maisons des Blancs. Les élections consacrent dans tout le pays la victoire de Lumumba qui devient Premier ministre. Joseph Kasavubu est élu président. Tshombe, lui, reste à l'écart. Comme on dit au Congo, il n'y a pas place pour 2 hommes sur la peau du léopard. Encore moins pour 3. Les Belges continuaient à contrôler le pays. Peut-être pensaient-ils que nous allions nous contenter des honneurs, des villas et des limousines. Et que pour le reste, on continuera à leur faire confiance. Ils se trompaient. Le temps des Bula Matari était bien terminé. « 30 juin 1960. La veille, Patrice Lumumba et Joseph Kasavubu sont venus accueillir le roi à sa descente de l'avion. Poignée de main, sourire, et l'ambiance est tendue. J'avais lu le discours que le roi s'apprêtait à prononcer. Il nous parlait comme à des enfants à qui on va faire un cadeau, en espérant qu'ils sauront s'en montrer dignes. C'était d'une incroyable arrogance. Certains de mes amis me disaient qu'il fallait que je réagisse. D'autres me conseillaient plutôt de me taire. Il n'était pas prévu que je prenne la parole. Je ne savais pas quelle attitude adopter. Alors que je regardais les images du cortège à la télévision, il y a eu cette scène incroyable. Un noir, sorti de la foule, est passé derrière la voiture du roi et il s'est emparé de son sabre. C'était comme un jeu, mais moi, j'y ai vu un très mauvais présage. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Ni les Congolais, dieu de ce nom, ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore
pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Vive les Congos indépendants et souverains. « 30 juin 1960. Voilà comment le Congo belge est mort. Voilà comment la République du Congo est née. Quelques jours plus tard, la guerre civile commençait.